Bonjour TM, bonjour à tous. Du coup, je vais me présenter déjà dans un premier temps. Donc je suis directeur associé du groupe Stonal, anciennement Frontières Numériques. On a changé de nom il y a un petit mois là, suite à une grosse levée de fonds. Et je suis responsable plus spécifiquement du pôle Data Factory. On va passer à l'autre slide. Voilà. Donc, ce qu'on souhaitait vous présenter un petit peu ce matin, c'était un peu notre démarche autour du BIM, mais aussi autour de la donnée, globalement, puisqu'on intervient principalement sur la phase de gestion et exploitation des bâtiments pour nos clients, puisqu'on met en place une plateforme SaaS avec des applicatifs métiers qui nous permettent d'exploiter une grande partie des données qu'on collecte et qu'on structure. Le BIM en fait partie, mais ce n'est qu'une brique finalement parmi d'autres informations plus larges. Et l'idée est d'arriver en fait à de la performance sur trois grandes thématiques, quatre grandes thématiques même. La performance financière, parce qu'on s'intéresse vraiment à tout ce qui est performance réglementaire, le suivi financier en fait des actifs immobiliers qui sont gérés par nos clients. On a la performance opérationnelle qui correspond plutôt à la gestion, exploitation, maintenance technique des bâtiments. La performance environnementale qui s'intéresse beaucoup à tout ce qui est ISR, ESG, puisqu'on a des nouvelles normes aujourd'hui qui sont très impactantes pour nos clients et sur lesquels ils doivent finalement montrer patte blanche. Et pour montrer patte blanche, en fait, il faut qu'ils aient pu agréger l'ensemble des données qu'ils ont sur leur parc et que cette donnée soit fluide, soit exacte et qu'ils puissent en sortir des indicateurs métiers pour ces différents usages. Et enfin, on a la performance d'usage qui, elle, est plus à l'attention, on va dire, des locataires et des gens, des occupants qui occupent le bâtiment, que ce soit sur du confort, du bien-être ou de l'optimisation, tout simplement, de locaux. Voilà. Notre réflexion est partie d'un constat, c'est que de toute manière, je pense que tout le monde le sait, les besoins et les outils, que ce soit en conception, construction et ensuite en exploitation, sont très différents. Donc on a tendance à avoir une démarche qui permet en fait de faire un passage du modèle de conception-construction, donc en l'occurrence la DOE, puisqu'on reçoit principalement du DOE, du relevé sur site également, vers un modèle dit d'exploitation. Donc aujourd'hui, effectivement, quand on nous dit dans les communications diverses et variées qu'on peut entendre sur le BIM que le DOE est le Saint Graal qui permet l'exploitation des bâtiments, c'est totalement faux, puisqu'aujourd'hui, on n'a pas du tout les mêmes outils, les mêmes usages, les mêmes besoins du côté des besoins, du côté des propriétaires, du côté des gestionnaires techniques. Donc, il y a une véritable adaptabilité qu'on doit mettre en place de ces modèles pour pouvoir justement les requêter, les consulter, les mettre à jour tout au long de la phase d'exploitation. Voilà, donc quand on arrive chez nos clients, en fait, qu'est-ce qui se passe? On a un peu le plat de pâtes qui est à gauche, où en fait on a des données partout. On a des données qui sont présentes dans des systèmes d'information qui sont déjà présents chez eux. On a de l'Excel, on a du PDF, on a des plans papier. On va même chercher des plans papier du coup dans les archives qu'on vient scanner, qu'on vient numériser entièrement pour créer les actifs. Et l'idée, c'est d'arriver en fait à une consolidation, à un référentiel unifié dont je parlerai un petit peu plus tard, qui nous permet en fait de piloter après 6 grands axes. Donc les axes financiers, les axes d'occupation pour les locataires, donc tout ce qui est surface locative, gestion locative, l'exploitation de maintenance, bien sûr, pour pouvoir optimiser les coûts, notamment de gestion et exploitation du bâtiment, les coûts techniques. On a la partie environnement qui est extrêmement importante, qui va avoir un impact très important, notamment sur toutes les foncières qui aujourd'hui gèrent des gros parcs immobiliers, que ce soit dans le tertiaire ou même des bailleurs sociaux. Et enfin, on a les marchés et le territoire. Parce qu'aujourd'hui, au-delà d'être un bâtiment, un projet est aussi finalement une entité qui existe autour d'un territoire, enfin, dans un territoire, et qui est forcément influencée vis-à-vis de cette position dans son territoire par des réalités qui vont avoir un impact elles aussi sur la phase d'exploitation. Donc pour ça, comment est-ce qu'on procède? On part bien sûr d'une collecte au démarrage avec les trois grandes typologies d'éléments que vous connaissez, que ce soit des documents papier ou même des documents numérisés qui sont parfois présents dans des GED ou qui sont sur des serveurs.
ou des CD ou des clés USB en fonction de nos clients. On a des données alphanumériques à proprement dit qui peuvent venir plutôt de certains ERP ou de systèmes d'information qui sont déjà implémentés et qui sont déjà présents chez nos clients. Et bien sûr, on a toute la partie graphique, purement graphique, qui sont les plans, les maquettes numériques qu'on vient d'intégrer et structurer en fait dans une base commune. L'idée étant en fait de créer un référentiel unifié autour d'un master data qui vient alimenter en fait les différents métiers que vous voyez juste au-dessus, donc sur le schéma tout à droite, sur les différents volets qui nous intéressent, à savoir tout ce qui est marché-territoire, donc la position, on va dire, financière et au niveau territoire de l'actif immobilier, le financier, le juridique et le réglementaire, puisqu'on a besoin toujours d'avoir une lecture donc du suivi de l'actif du point de vue réglementaire, du point de vue juridique et financier. Et après, bien sûr, la partie architecturale et technique qui, elle, est plus spécifiquement utile, notamment aux facility managers pour la partie maintenance des bâtiments de nos clients. Je te coupe 2 minutes, Nicolas, si tu peux revenir en arrière. Donc, ce qui est intéressant dans ce que tu montres, en fait, c'est que vraiment, voilà, les plans et les maquettes numériques, en fait, sont une toute petite, enfin une toute petite, mais c'est une petite partie finalement d'un ensemble. Donc, si tu veux tirer parti finalement de tout ça, il faut gérer la donnée dans son ensemble. Hein, et que pour vous, le BIM aujourd'hui, qu'est-ce qu'il représente aujourd'hui pour vous? En fait, c'est vrai qu'en conception-construction, forcément, le BIM est central puisqu'il représente à peu près 90 à 95% de l'ensemble des informations qui sont constituées finalement lorsqu'on fait un bâtiment neuf, notamment, ou qu'on réhabilite un bâtiment. Dans le cadre de l'exploitation, c'est totalement différent. C'est une petite brique. Aujourd'hui, si on regarde la quantité d'informations que représente le BIM, elle oscille entre 40 et 50%. Il reste quand même 50% de données à côté qui sont extrêmement importantes pour nos clients du point de vue du regard de l'asset manager notamment, qui lui va piloter les actifs du point de vue financier. Et c'est l'agrégation finalement de ces 3 grands volets qui va permettre de créer de la valeur derrière. Ce n'est pas uniquement des valeurs techniques qui vont pouvoir répondre à tous les champs et à tous les usages en fait, de nos bailleurs, de nos foncières ou de nos clients en général. Okay. Donc, l'idée après, c'est qu'une fois qu'on a agrégé toutes ces données, qu'on les a collectées, qu'on les a structurées, c'est de générer tout d'abord des économies sur les OPEX et les CAPEX, donc les investissements et puis tout ce qui est entretien courant. Donc, l'idée, c'est quoi? C'est que lorsqu'on a un inventaire, par exemple, assez important et assez finalement exhaustif de l'ensemble des équipements, par exemple, d'un bâtiment ou d'un parc immobilier, plus globalement. Je sais pas, je me dis, j'ai 150 bâtiments, par exemple, dans mon parc immobilier. Je sais que dans ce parc immobilier tertiaire, par exemple, j'ai 5000 ventiloconvecteurs qui arrivent en fin de vie d'ici 2 ans, d'autres qui vont arriver en fin de vie d'ici 5 ans. Qu'est-ce qui se passe? Au lieu de faire 2 marchés de remplacement de ces ventiloconvecteurs, je vais faire une demande d'achat en fait groupée qui va me permettre potentiellement de baisser les coûts. Je vais cumuler ces deux achats-là, je vais les changer à 3 ans, donc me mettre le curseur à peu près au milieu et puis me dire, OK, je vais faire des devis, je vais faire un achat groupé de mes équipements, ce qui va me permettre de créer une économie substantielle finalement vis-à-vis de la quantité d'éléments que je vais changer et qui va me permettre aussi de lisser la charge finalement sur plusieurs années à l'échelle de mon parc. C'est pour ça qu'on a une lecture chez nous qui va finalement du général au particulier, où on regarde finalement les actifs immobiliers de nos clients du point de vue du parc, et puis on zoome de plus en plus vers l'actif immobilier jusqu'à l'équipement pour avoir une lecture la plus large possible. Ensuite, on a bien sûr augmenté la productivité en interne, etc., faciliter l'accès à l'information. Ça, c'est une chose qui est extrêmement importante. On a un client pour lequel on a travaillé en 2020-2021 qui nous a dit qu'il avait gagné 15% de productivité en interne sur la gestion, exploitation, maintenance de ces bâtiments. Donc, c'est le simple fait de centraliser l'information est déjà un gain en productivité. Après, on a la partie, bien sûr, gestion maintenance au quotidien qui est simplifiée puisqu'on a accès à l'information. On peut optimiser également les charges énergétiques puisqu'on a l'ensemble des surfaces qui sont intégrées dans le modèle. Et puis, bien sûr, on a capacité aussi à rendre l'actif beaucoup plus liquide. Pourquoi? Parce que si on a toutes les informations sur l'actif, le jour où on veut le vendre, par exemple, où on veut le mettre en vente, on met en place très, très facilement les GED et les data rooms qui permettent justement de mettre en place tous les process avec les notaires, etc., pour la vente de ces actifs immobiliers, ce qui, aujourd'hui, représente des tâches énormes, parfois pour collecter des documents pour la vente d'un
actif, ça peut prendre 6 mois, 1 an, parce qu'on n'a pas toutes les informations qui sont centralisées, et du coup, ça représente voilà, un coût assez important. Et puis, bien sûr, ça nous permet aussi de centraliser l'information pour préserver la valeur de l'actif et augmenter aussi sa valeur à la revente, puisqu'au-delà de vendre l'actif, on vend aussi de l'information à l'acheteur en lui disant, écoutez, messieurs, je vous donne l'ensemble du package informationnel autour de mon actif, donc ça a de la valeur, il a fallu que je le mette en place, ça a de la valeur, et ça intègre donc directement le coût de l'actif. On va passer à la slide suivante. Donc c'est ce que je disais tout à l'heure, pour résumer un petit peu notre démarche, on part de ce qu'il y a à gauche. Il y a un référentiel de construction dans lequel il y a beaucoup de données très souvent qui sont inclus dans la maquette, dans les objets directement. Et l'idée, c'est qu'on a des cas d'usage en exploitation qui sont très différents. Donc, on a obligation à un moment de se dire, je prends cette donnée alphanumérique qui est contenue dans la maquette et je vais l'intégrer dans une base centralisée, un master data finalement, que je vais pouvoir cette fois-ci connecter avec des systèmes d'information connexes, qui peuvent être des ERP, qui peuvent être de la facturation, qui peuvent être de la gestion de surface locative, etc. Et du coup, ça permet d'agréger de l'information à une échelle beaucoup plus grande que le simple actif en fait, qu'on vient de construire. Donc ça, c'est extrêmement important. Et aujourd'hui, il n'y a que sur cette lecture globale que nos clients arrivent à réellement se positionner et à intégrer des indicateurs métiers qui puissent leur être utiles au quotidien. Donc ça, c'est un point extrêmement important. Il y a vraiment une transformation du DOE vers un modèle d'exploitation plus large et un master data qui puisse être connecté avec d'autres systèmes. On peut passer à l'autre slide. Voilà. Une fois qu'on a agrégé l'ensemble de ces données, on a aussi la capacité à utiliser des IA. Donc, c'est ce qu'on fait, nous, dans notre solution, puisqu'aujourd'hui, l'IA nous sert à la fois à structurer la donnée au moment où on numérise l'actif. Typiquement, on a des solutions comme Read chez nous, qui est une IA qu'on a développée depuis maintenant 4 ans, qui a capacité, en fait, à reconnaître automatiquement et à classer automatiquement des documents. On a un data lake, en fait, c'est un système de data lake dans lequel on déverse l'ensemble des données qui nous sont fournies par nos clients. Ça peut être PDF, de l'Excel, ça peut être différentes typologies de documents de données alphanumériques et graphiques. Et l'IA va venir reconnaître, là c'est un bail, là c'est un contrat d'ascenseur, et va venir le classer automatiquement. Et il va venir en complément lire de la métadonnée à l'intérieur des documents, ce qui va nous permettre d'alimenter en fait la base de données alphanumérique en automatique. Et ce qui nous permet, finalement, quand on regarde le projet que je vais vous présenter tout à l'heure, d'Unofi, où on avait près de 500 000 documents à classer en moins d'1 an. Aujourd'hui, faire ce type de tâche en manuel, c'est quasiment impossible. Donc, cette IA nous a permis en fait de classer très rapidement les documents, d'aller chercher de l'information. Et après, il reste juste une phase de fiabilisation finalement de cette information, qui est un outil chez nous qui s'appelle Check, qui nous dit, voilà, j'ai trouvé une surface locataire dans un bail qui représente tel chiffre. Et puis, de l'autre côté, j'ai une surface qui est différente dans la maquette et j'ai encore une troisième surface. Cette même surface est différente dans un autre document, par exemple un document géomètre. Laquelle je dois prendre en compte pour intégrer ça dans ma base de données. Donc ça, c'est un système de checker dans lequel, effectivement, on va afficher les différentes valeurs pour une même information. Et on va demander en fait à des opérateurs de nos clients de choisir l'information qui est la plus juste. Et voilà. Et en général, ça vient très souvent de la maquette. Donc, quand il s'agit de surface, forcément, puisqu'on a une consolidation géométrique de cette donnée. Mais sur des données autres, ça peut être un choix de l'opérateur ou du client qui doit être effectué pour que la bonne donnée soit affichée dans nos bases. Et puis après, on fait également du benchmark au travers de l'IA au sein d'un même parc qui nous permet d'optimiser notamment tout ce qui est travaux énergétiques, puisqu'on est capable d'aller détecter par exemple des notes énergétiques à l'intérieur de certains DPE et de voir quelle politique finalement énergétique on va appliquer sur une partie des actifs immobiliers qui composent notre parc pour augmenter par exemple la note de certains actifs qui sont très mal notés et du coup rentrer dans une norme un peu plus acceptable du point de vue environnemental. On peut passer. Voilà, très bien. Donc ça, c'est un exemple de projet rapidement qu'on a géré à peu près sur 18 mois, qui était en fait la numérisation de l'ensemble du parc immobilier d'Unofi, qui représente à peu près 170 bâtiments pour un peu plus d'1 million de mètres carrés. Donc on a dû requêter, agréger et structurer à peu près 2 millions de données alphanumériques.
ce qui représente à peu près techniquement 3,1 millions d'équipements pour 500 000 documents classés, que ce soit du DOE, des données immobilières, ça peut être du permis de construire, ça peut être de l'acquisition, ça peut être plein de choses. Et du coup, on se rend compte que ça représente des masses de données très, très importantes qu'on est obligé finalement d'agréger ensemble pour avoir des vrais indicateurs et des vraies informations qui ressortent de façon optimale et pour pouvoir surtout alimenter les différents métiers, l'asset manager, le facility ou le property manager. Donc, du coup, dans notre solution, comment ça se passe? On a une plateforme SaaS, tout simplement, dans laquelle on a un data lake, dans lequel on vient déverser toutes les données, on vient les structurer, on vient les collecter, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Et puis, on est parti aussi du principe que sur la partie graphique, on a un niveau de maturité aujourd'hui sur le marché qui est très hétérogène au niveau des utilisateurs. Donc, on a besoin en fait d'avoir une visualisation qui s'adapte à ce niveau de maturité. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on a capacité à visualiser bien sûr les actifs à l'échelle d'un parc ou à l'échelle d'un actif. Et quand on est sur l'actif, on a capacité à le visualiser soit en 3D, soit en 2D. La chose étant que toutes les données alphanumériques qui étaient présentes dans la maquette, on les a extraites de la maquette. On a conservé uniquement des identifiants uniques sur chacun des objets. Et en fait, ces identifiants uniques permettent de connecter l'information des objets vers une base centralisée. C'est-à-dire que quand je regarde par exemple une fenêtre, un luminaire ou n'importe quel équipement dans une visualisation 2D ou dans une visualisation 3D, il m'amène directement à la même information. Et finalement, la maquette numérique ne devient qu'un géoréférenceur de l'information, mais ne contient pas en tant que telle l'information, puisqu'elle doit pouvoir être mise à jour au travers du système. Voilà. Ce qui indique tout simplement en fait que l'information est aussi importante que la 3D et que si tu dois passer du temps à faire que ton information corresponde à ton objet, finalement si tu le fais en amont, si c'est quelque chose qui est fait en amont, c'est autant de temps gagné. Hein, on est d'accord par rapport à ça. C'est ça, complètement. Bon. Écoute, merci beaucoup Nicolas.